des hommes. Bien, maintenant, je vais appeler notre ami, le directeur du numérique auprès du think tank, et donc Guillaume David Deniel, qui va animer la deuxième table ronde, qui est plus civile sur l'impact des drones sur la société civile. Après le militaire, nous passons au civil. Donc, cher Daniel, je te passe le micro. Je ne sais pas s'il marche, celui-là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. En vos grades et qualités, je voudrais vous remercier d'être venus ce soir pour nous rencontrer. Malheureusement, nous n'avons pas assez on n'a plus beaucoup de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite appeler nos intervenants. Nous allons donc traiter quel est l'impact du drone dans la société civile. On a voulu traiter ce sujet en 3 parties. La première partie, c'était de bien vous montrer la différence qu'il y avait entre un monde de guerre, un monde de défense, et le monde de la société civile. Donc on a voulu faire une transition, et cette transition, on a voulu vous l'apporter avec Iconem, qui est une société qui utilise des drones pour le patrimoine mondial, pour notre patrimoine mondial. Et nous avons voulu donc vous montrer comment une société civile, depuis 15 ans, utilise des drones afin d'améliorer notre humanité. C'est le premier point. Le deuxième point de notre débat, c'est de vous montrer quelles ont été les évolutions légales qui ont été mises en place par rapport à l'utilisation d'un drone, non pas dans un contexte militaire, mais dans un contexte civil. Et la troisième partie, nous allons aborder la décarbonation via la société Ascendance Fly Technology, qui va, dans les 10 dernières minutes, vous expliquer comment on va pouvoir essayer d'améliorer l'utilisation de l'énergie pour les drones, pour le futur de nos sociétés civiles. Donc je vais me permettre de demander de monter à côté de moi à Maître Céline Moyle, avocate, senior manager du cabinet Deloitte. Je vais demander à Monsieur Olivier Rigolet, qui est le directeur Advanced Drone de chez Thales. Et je vais demander à Monsieur Benoît Ferrand, co-founder et CTO de Ascendance Fly Technology. Je vais demander aussi à Yves, si tu veux bien remonter, je vais te dire pourquoi, tout simplement parce que tu es une des seules sociétés certainement ici qui, dans le civil, utilise des drones. Donc si tu as des idées, je pense qu'elles seront les bienvenues. Ce que nous allons faire dans un premier temps, oui bien sûr, dis-toi là, avec grand plaisir. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que nous allons laisser la parole et nous allons dans ce débat, dans ce deuxième débat, essayer de laisser un maximum de paroles à nos intervenants. Donc ce que je vais faire dans ce cadre, je vais laisser à Maître Moyle la parole et merci. C'est toujours comme ça. C'est bon, parfait. Bonsoir à tous. Donc, Céline Moyle, merci pour cette invitation. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une lecture de tous les textes réglementaires sur le sujet. C'est pas l'enjeu de ce soir et encore moins en cette heure tardive. Juste pour vous donner quelques éléments de contexte, quand on parle effectivement de la réglementation d'un point de vue civil, on se place toujours de la question du moment où il faut réglementer. Est-ce qu'on réglemente en amont, très en amont, ensuite, bien sûr, de l'analyse de quelques cas d'usage, ou est-ce qu'on laisse la place, en fait, c'est bien à des exemples précis, au déploiement de sociétés sur ces sujets, et ensuite, on réglemente. Alors, c'est toujours la même chose, on pourrait dire, on en a parlé, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'IA, on parle des drones, on parle de la blockchain, etc. C'est toujours la même chose quand on parle de réglementation des nouvelles technologies. Et le drone, quoi qu'on en dise, en fait partie. Alors, on a eu quelques textes courant des années 2005, 2007, 2010, du point de vue uniquement français.
Ce qu'il est important de noter, c'est que depuis 2018, c'est l'Union européenne qui réglemente ce sujet-là. Donc, ce que je vais vous dire, les définitions que je vais vous apporter, elles concernent en fait une harmonisation réglementaire au sein de l'Union européenne. C'est très important. On l'a bien vu, on parle de drone, donc on parle aussi bien sûr de transfert de frontières, etc. Donc la réglementation européenne sur ça est plutôt intéressante. Alors la notion de drone, elle n'existe pas en tant que telle dans la réglementation juridique de droit privé. Attention, on est sur un usage civil, donc je parle ici uniquement de droit privé. On parle essentiellement d'aéronefs. Le mot drone n'intervient que très sporadiquement dans la réglementation. C'est assez important. Et on voit là déjà la différence entre un usage de droit commun et puis l'usage réglementaire qui en est fait. Alors on a des définitions, et ce qui compte vraiment ici, c'est en fait le télépilote. C'est vraiment ce qui est très important de souligner d'un point de vue juridique, c'est qu'on a cette notion de télépilotage, d'accord ? Donc d'un aéronef piloté à distance. On le retrouve dans des définitions doctrinales, j'en ai juste noté une pour que vous puissiez l'entendre. Donc le drone est indissociable de la personne qui le met en œuvre, à savoir son télépilote. Et le télépilotage est défini comme le fait de contrôler manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord, soit en vol automatique qui permet à tout moment au télépilote d'intervenir sur la trajectoire, soit en vol autonome, le pilote ayant prévu directement la trajectoire et les points de passage de cet aéronef. Donc quoi qu'on en dise, autonome ou on va dire contrôle automatique, on a cette notion de télépilote. C'est très important, et là, ça peut-être pour ceux qui ont fait du droit, ça vous rappellera des notions de gardien de la chose. Voilà, on est le gardien de la chose. Et bien, quoi qu'on en dise, cette notion de télépilotage, on la retrouve. Ensuite, on va avoir du coup, pas mal de textes, etc., qui vont venir aider à comprendre la réglementation européenne sur le sujet. Mais quoi qu'on en dise, cette notion de qualification juridique, elle est liée au télépilote. Alors on l'a vu, il y a plusieurs types effectivement de drones, aériens, terrestres, souterrains, maritimes, etc. Je vais être très claire, aujourd'hui la plupart des textes et la plupart des jurisprudences que nous avons concernent les drones aériens. Il y a très peu de choses sur le terrestre, le sous-marin. Ça viendra avec le temps, avec les usages. Donc voilà, concernant effectivement un usage purement civil, je veux juste vous rappeler que cette réglementation européenne, elle a mis en place bon nombre de catégories, d'accord ? On parle généralement de catégorie 0 à catégorie 4, ça concerne en fait le poids de l'aéronef, ça concerne effectivement la distance, et puis ça concerne surtout en fait les pratiques que la personne privée va pouvoir réaliser grâce à ces petits engins. Alors, le 0, d'accord, c'est un jouet. Voilà, vous avez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il existe des petits drones, pas de patrouille, etc. Eh bien, ça reste quand même un drone, d'accord, télépiloté, ça s'appelle un jouet. Ça, c'est la première catégorie. Quoi qu'on en dise, à chaque fois que l'on achète des drones civils, on a une notice d'utilisation, et même la réglementation va jusqu'à nous expliquer ce qu'il faut mettre dans cette notice, d'accord ? Il y a une sorte de notice avec 10 règles, je vous en donne quelques-unes et on reviendra sur certaines. Pas de survol de personnes, hauteur maximum 120 mètres, d'accord ? Pas survol de l'espace civil, de l'espace public en agglomération, on ne doit pas perdre de vue son appareil, on ne doit pas voler de nuit, etc. D'accord ? Donc on a des notices à chaque fois que l'on achète un drone, c'est prévu par la réglementation. Et puis en fonction de la catégorie du drone, il faut noter aussi qu'une formation doit être réalisée avec un QCM de 40 questions et l'on doit répondre positivement à 75% des questions. Voilà. Donc tous ces sujets-là, vous voyez, sont réglementés pour un usage purement civil. Alors ensuite, j'ai juste envie de vous donner 2 grandes lignes qui pour moi sont fondamentales quand on est une personne privée avec usage civil. On a un volet professionnel, mais je laisserai la présentation pour des cas d'usage très précis. Moi, je veux juste vous parler, par exemple, des vols de loisirs. D'accord ? On en voit souvent, notamment l'été, si vous vous baladez, on voit beaucoup de petits drones circuler comme ça, et cette notion de vol de loisirs. Sachez qu'effectivement, là, on va rentrer dans une phase avec 2 grands types de réglementation.
Eh bien, la protection de la vie privée, d'accord, c'est l'article 9. La protection de la vie privée, c'est des choses qui sont importantes. Est-ce que, bien évidemment, je fais un vol de loisir, est-ce que j'ai le droit d'aller photographier ma voisine qui est en train de bronzer au bord de sa piscine ? C'est un sujet, d'accord ? Donc, et comment on va pouvoir sanctionner ça ? Et puis, on a cette notion également de données personnelles. Vous en avez peut-être entendu parler. Depuis 2018, on parle du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Vous avez reçu en 2018 des tonnes et des tonnes et des tonnes de mails pour vous expliquer que vous allez être d'accord pour donner en fait l'accès à vos données, mais vous aviez aussi des droits, le droit à la conservation, à l'effacement. Eh bien, sachez que cette captation d'images qui est réalisée et cette captation d'informations qui est réalisée en fait par le drone dans un usage civil, eh bien, doit également être protégée. Et ensuite, on peut mettre en place des actions en termes de responsabilité civile, d'accord, avec une atteinte effectivement, tout simplement à sa protection, donc le droit à la vie privée, des atteintes au droit à l'image et des actions en justice peuvent être en fait intentées, trouble anormal de voisinage, droit au respect de la vie privée, etc., etc. Donc ça, on a ces mécanismes-là. Et puis on a également des notions aussi de responsabilité du fabricant, d'accord ? On en reparlera, garantie des vices cachés, produits défectueux, c'est tout simplement l'application en fait du droit civil, du code civil, à l'outil qui est le drone. On a également des enjeux de responsabilité pénale. Effectivement, il y a des survols en fait de parcelles, notamment les espaces publics dans l'agglomération. Vous le savez, les centrales nucléaires, etc. Ce sont des endroits qui sont interdits de survol et de photographie. Donc on peut engager également sa responsabilité pénale. Et puis, plus gravement également, imaginez un drone qui tombe sur une personne et cette personne décède. On peut avoir aussi potentiellement des notions d'homicide involontaire, etc. Qui est responsable ? Le télépilote ? Est-ce qu'il y a une défaillance du drone ? Le fabricant, etc. Donc les enjeux de droit civil pour un usage civil, sont tout aussi importants qu'avec d'autres types d'engins, à partir du moment où on considère que l'aéronef télépiloté a une reconnaissance juridique en tant que telle. Voilà ce que je voulais vous dire très, très brièvement, mais pour poser un peu le contexte de la suite des cas d'usage. Écoutez, merci beaucoup. Je vais demander maintenant à monsieur Olivier Rigolet d'apporter votre vision use case de chez Thales par rapport à ces problématiques civiles. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Effectivement, l'introduction à travers la législation et l'utilisation des drones est très importante, parce qu'en fait, la législation, telle qu'on vient brièvement de la décrire, vient finalement de définir les règles qui nous permettent d'exercer un usage de drones de manière générale et pour la discussion de ce soir, dans le monde civil en particulier. Dans ce monde-là, et on va se rapprocher un petit peu des discussions en tout cas qu'il y a eu tout à l'heure dans le domaine militaire, c'est que finalement, pour moi, le plus important, c'est d'abord de se poser la question de pourquoi on veut faire un usage de drone. Et c'est là où on va arriver sur un certain nombre de use cases. Aujourd'hui, les drones, l'usage drone dans le domaine civil, ils sont divers et variés. On en a eu une illustration assez intéressante aujourd'hui à travers le monde de la culture, à travers le monde de l'archéologie, qui est tout à fait remarquable. Principalement, aujourd'hui, les usages drones dans le domaine civil, ils sont tirés par des moteurs économiques, par des moteurs environnementaux ou par des moteurs sociétaux. Des fois les trois à la fois. Ceci pour répondre à des enjeux, que ce soit des enjeux de réduction ou d'optimisation de coûts, d'exploitation de matériel existant à l'heure actuelle, d'observation, de surveillance, d'alerte par rapport à un certain nombre de phénomènes particuliers, que ce soit phénomènes de personnes ou phénomènes naturels, ou simplement de mise en sécurité des biens et des personnes. Et finalement, pour chaque usage de la vie, où nous estimons que l'on a besoin de la troisième dimension, et c'est là où effectivement la dénomination de drone est quasi exclusivement réservée à l'aéronautique, on le verra tout à l'heure dans mes propos, sur la manière dont on va développer sur la base des concepts opérationnels les différentes solutions, en tout cas les concevoir. Finalement, dès qu'on a besoin de cet accès à la troisième dimension,
eh bien, on va pouvoir au moins imaginer et se définir un concept opérationnel, un use case, un concept d'emploi de ce type de solution. Alors tout ça pourquoi ? Si je reboucle un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur l'optimisation ou la réduction des coûts, on va venir simplement se comparer l'usage du drone à du matériel existant aujourd'hui, à savoir de l'hélicoptère, de l'avion, du satellite, ou tout simplement des éléments peut-être un petit peu plus artisanaux que, historiquement parlant, on a eu l'habitude d'utiliser pour avoir accès à la troisième dimension. Je prendrai juste l'exemple des sapeurs-pompiers qui, quand ils ont besoin de vérifier l'aérologie locale lors d'un feu, ne serait-ce que d'un feu urbain, ils élèvent la grande échelle, ils font monter un pompier en haut, et puis avec la radio, ils expliquent comment effectivement l'aérologie se développe autour de ce feu pour pouvoir mieux le maîtriser. Donc voilà, donc les usages aujourd'hui que j'imagine et que je peux vous présenter se situent autour, premièrement, de l'aide et au secours aux personnes et aux biens. Ça, c'est le premier usage fondamental que l'on imagine à travers de la recherche en mer, de la recherche en montagne ou en zone plus ou moins éloignée. Donc là-dessus, on peut y voir simplement, grâce à l'actualité, peut-être des éléments de réponse au secours de migrants en mer Méditerranée, de ce qui peut se passer aussi du côté de la Manche. Donc voilà, des usages très particuliers autour de l'aide, de la lutte contre les incendies, je viens d'en parler, à travers l'usage de la grande échelle. On peut imaginer aussi des usages autour d'une cartographie, alors post-séisme, pas forcément pour du patrimoine, mais aussi pour retrouver des survivants à travers des capteurs élaborés spécifiquement, des capteurs thermiques ou des capteurs qui permettent justement d'obtenir une surveillance, une persistance sur zone beaucoup plus importante et beaucoup plus systématique que les moyens que l'on peut éventuellement mettre en œuvre à l'heure actuelle. Le deuxième grand cas d'usage que j'imagine, c'est l'observation et la surveillance ou la prévention de phénomènes naturels. Le grand exemple auquel j'ai pu être confronté ces derniers mois, c'est bien évidemment l'exemple de la prévention des feux de forêt. Donc, à travailler avec les grands acteurs, que ce soit la sécurité civile ou des différents SDIS impactés par ces phénomènes, mais comment on peut venir compléter tout l'apanage du matériel, que ce soit du matériel aérien ou du matériel terrestre, qui ont certaines limites et qui peuvent être astucieusement complétés par un usage de drones, pareil, avec de la persistance sur zone, avec des moyens de communication et d'interconnexion appropriés pour avoir une coordination sur zone beaucoup plus efficace. Donc tout ça, ça peut être des usages extrêmement pratiques, extrêmement intéressants dans ce cadre-là. On peut imaginer aussi travailler à partir de drones sur de la surveillance ou de l'évolution de crues ou d'inondations. Donc voilà, tous ces éléments-là, finalement, c'est le drone qui peut mettre une capacité supplémentaire opérationnelle à destination de la société civile de manière générale. Après, on a des cas d'usage beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus économiques, beaucoup plus terre-à-terre, dans le domaine industriel, ne serait-ce que sur de l'inspection ou de la surveillance de l'état d'oléoducs, de gazoducs, de transport d'énergie au sens large. Alors nous, dans Thales, on travaille avec un opérateur gazier du sud-ouest de la France pour survoler les petites lignes enterrées de distribution de gaz. Alors si vous voyez quand vous vous promenez en voiture sur les routes de campagne ou même sur les autoroutes, de temps en temps sur le bas-côté, vous voyez des petits chapeaux jaunes qui se battent. Dessous, en fait, il y a juste une conduite de gaz. Et donc tout l'intérêt aujourd'hui du drone, alors c'est pour supplanter ou pour compléter des moyens aériens type aviation générale, aviation hélicoptère, pour venir surveiller si effectivement la réglementation autour de ces conduites de gaz est bien respectée
par les entreprises de travaux publics qui peuvent être amenées à intervenir et à faire des travaux aux alentours de ces zones-là. Est-ce qu'elles ont bien déposé une autorisation? Est-ce qu'elles ont bien respecté les distances réglementaires par rapport à cette zone d'intervention qu'elles ont à faire? Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est un usage qui est fait par l'aviation générale. Nous, aujourd'hui, on propose un certain nombre de machines et de services qui permettent de rendre le service pas forcément plus efficace, c'est pas forcément le but du jeu dans un premier temps, mais au moins d'avoir une meilleure systématisation de l'analyse, une fréquence peut-être d'inspection beaucoup plus importante, et puis pour donner un peu de saveur par rapport à l'intervention suivante autour de la décarbonation, finalement avec un moyen aérien qui permet de réduire de manière assez conséquente, ne serait-ce que la consommation en carburant. Pour un drone de 15 kg, 2h30 de vol avec un moteur 4 temps, 0,5 litres au 100 km parcouru par rapport à un avion d'aviation générale ou un hélicoptère. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'ordre de grandeur de consommation d'un hélicoptère pour voir le gain que l'on peut avoir. Donc voilà, donc ce sont des usages industriels que l'on envisage. Il y a d'autres usages industriels qui peuvent être importants aussi, notamment, moi je le vois avec mes équipes que j'ai à Singapour, qui travaillent beaucoup avec l'écosystème de cette zone, qui est très dynamique sur le marché des drones. Et sur Singapour, il y a un segment de marché dans l'opération des drones qui est extrêmement important, c'est l'inspection des bâtiments, l'inspection des gratte-ciel. Qui est renforcée par une réglementation singapourienne qui impose des inspections visuelles des bâtiments toutes les 2 ou 3 ans de mémoire. Et donc là, quand on a une telle forêt de gratte-ciel à Singapour, l'usage du drone pour pouvoir faire des inspections systématiques, efficaces et rapides, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que ça, plutôt que de monter un échafaudage qui prendrait quelques mois à installer, à démonter et pour quelques heures d'utilisation. Un autre exemple aussi d'inspection industrielle, c'est l'inspection des grandes surfaces, que ce soit des coques de bateaux. Alors là, moi, je parle de l'aérien, sur du drone aérien, mais il peut y avoir aussi d'autres types de bâtiments sous-marins pour pouvoir faire ça. C'est aussi un enjeu côté Singapour que d'avoir des capacités de drones qui permettent ces inspections de coques pour des bateaux qui viennent soit chargés, soit déchargés dans le port, qui ont besoin de repartir rapidement avec l'assurance de l'intégrité de leur structure. Un autre concept d'emploi aussi qui est fait, justement pour du bâtiment de la marine, c'est de faire des opérations de shore to ship, c'est-à-dire de pouvoir faire du transport de petites logistiques pour aller du port vers les bateaux qui mouillent à l'entrée, pour justement minimiser le trafic maritime dans ces zones-là, le rendre plus sécurisé et pour, ne serait-ce qu'un carton de courrier, rendre cet usage beaucoup plus facile que par les moyens existants. Donc voilà, donc ça c'est des exemples d'usages industriels qui peuvent être faits. L'inspection des fuselages d'aéronefs aussi, c'est quelque chose que des industriels comme Airbus ou Dassault en France font déjà. Alors de plus en plus, notamment avec les structures carbone, puisque contrairement aux structures métalliques des avions conventionnels, un avion comme la 350 avec une structure carbone, les impacts, ne serait-ce que de volatiles, ne se voient plus. Donc même si Airbus, à un moment donné, a inventé et a fait fabriquer des peintures spécifiques qui justement s'émaillent et se décollent sur un impact, finalement, avoir une vue holistique d'un aéronef, de toute sa structure, cartographiée par un drone, qui permette après un post-traitement et d'identifier les éventuelles zones d'impact et donc à surveiller de manière beaucoup plus précise par des tests non destructifs ciblés, ça c'est un usage de drone industriel qui est extrêmement précieux pour ne serait-ce que les avionneurs, mais aussi toutes les compagnies aériennes. Après, il y a un autre usage, alors, qui n'est pas tout à fait de l'industrie, qui est plus du service et du loisir. Alors du loisir très différent de ce que vous pouvez voir avec de la photographie, c'est aussi la transformation des feux d'artifice en spectacle de drone. Donc ça aussi, c'est un usage extrêmement intéressant.
Et alors, pas tant par la qualité du spectacle, mais aussi d'un point de vue de la réglementation, d'un point de vue de la sécurité, puisque là, on est quand même dans un emploi du drone. On va se retrouver avec des essaims de plus en plus gros, de plus en plus nombreux, qui ont commencé à 100, 150 drones, qui aujourd'hui vont jusqu'à 500, 1000, 1500 drones dans certaines parties du monde. Donc vraiment des essaims assez énormes, et qui ont vocation à être regardés et reçus par une population, ou en tout cas une foule massée plus ou moins à proximité de l'endroit où est fait ce spectacle. Un exemple concret qui a eu lieu il y a quelques mois du côté du lac Léman à Genève. Bon, le spectacle a eu lieu au-dessus du lac, néanmoins la foule était massée tout autour sur les rives. Et là, il y a toujours un enjeu sécuritaire de faire en sorte que l'organisateur du spectacle maîtrise bien l'ensemble de ses drones et surtout en cas de défaillance d'un drone, maîtrise bien sa trajectoire de chute. Et c'est bien ça tout l'enjeu de la réglementation, enfin une partie de l'enjeu de la réglementation des drones. Donc voilà, donc beaucoup de missions. Une dernière mission très importante, surtout pour un public averti comme vous, et après la passe sur l'aspect militaire juste avant, les missions de sécurité publique et d'ordre public. Bien évidemment, ça fait partie des usages ciblés sur du contrôle d'infraction, du contrôle en frontière, de la lutte contre les trafics, que ce soit de l'orpaillage en Guyane, que ce soit de la pêche illégale, que ce soit de l'immigration clandestine. Donc tout ça, ce sont des usages extrêmement importants aussi sur lesquels la société civile envisage l'utilisation des drones. Donc voilà, j'ai donné une vue assez large, pas forcément exhaustive, mais en tout cas assez large des usages. Si je suis à peu près sûr que vous avez remarqué que je ne l'ai pas donné dans n'importe quel ordre, je suis parti quelque part des missions qui étaient finalement celles qui étaient le plus acceptables sociétalement par l'ensemble des citoyens que nous sommes, jusqu'aux missions peut-être les plus questionnées, si ce n'est controversées, de l'usage des drones. Là-dessus, ce qui est important pour moi, c'est que, bien évidemment, tout ce qu'on vient de se dire, mis à part peut-être la logistique et le fret, finalement, va faire en sorte que le drone va manipuler, à un moment donné ou à un autre de sa mission, va manipuler de la donnée qu'il va pouvoir capturer à un moment donné, que ce soit par une caméra ou un dispositif optronique, que ce soit de l'écoute, que ce soit tout ce genre de choses. Et donc, ces éléments, c'est assez important parce que pour moi, l'usage des drones dans la société civile, en fait, soulève deux questions clés. La première, c'est celle du drone en tant qu'aéronef, puisque, comme l'a dit Maître Moyle tout à l'heure, le drone est assimilé à un aéronef comme n'importe quel autre aéronef existant aujourd'hui. Et puis, la deuxième question, c'est la question, justement, en termes de réglementation, de la prise de données et de l'usage des données qui en est fait. Sur la première question, sur la partie de l'aéronef et de sa sécurité, là, en fait, on n'a pas trop de questions à se poser, puisque, comme c'est un aéronef, l'aéronef doit répondre à la réglementation aéronautique classique. Alors, certes, adaptée au drone, ou en tout cas on essaye, et les autorités nous aident beaucoup à adapter la réglementation aérienne à ces nouvelles machines, c'est-à-dire les nouvelles machines prises quelque part entre le drone de loisir que l'on peut acheter pour quelques centaines d'euros dans toutes les grandes surfaces, et le monde des aéronefs certifiés, CS-23, CS-25, etc., donc le monde de l'aéronautique tel qu'on le connaît aujourd'hui, aviation générale, aviation d'affaires, régionale et commerciale. Et il y a toute cette zone là au milieu, entre l'usage du drone de loisir et la plateforme certifiée, qu'il a fallu adapter, créer, pour pouvoir permettre la bonne conception et le bon usage des drones. Donc toute cette réglementation-là est en place. C'est une réglementation européenne qui est poussée par le EASA, qui s'appelle la SORA, la Specific Operation Risk Assessment, et qui permet justement de caractériser, sur la base des concepts opérationnels d'emploi de chacun des drones, des caractéristiques physiques du drone, soit sa taille, sa masse, sa hauteur de vol, etc., finalement,
le niveau de risque pris quand on fait voler ce type de machine, le niveau de risque pris au niveau du sol, si elle a la nécessité de tomber à un moment donné, ou dans l'espace aérien, donc la gestion du risque air. Donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels il faut s'attacher. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer pour moi la partie réglementation aéronef, en termes de conception, en termes d'usage et d'opération, avec la mention au niveau des télépilotes, de leur formation et finalement de la bonne prise de contexte. Ce n'est pas parce qu'on a une télécommande entre les mains ou une console de jeu que l'on maîtrise bien d'un point de vue société, quel est l'impact du drone que l'on pilote à une distance plus ou moins élevée. Donc voilà, il y a bien cet élément-là qui est fondamental, qui répond aux critères aéronautiques. Et puis après, il y a la question de la prise de données de leur usage, et qui là, en l'occurrence, n'est pas propre au drone, qui est propre à l'ensemble des aéronefs, à l'ensemble des moyens de capture de ces données, et donc qui répond à une réglementation, une législation qui est globale, et pas uniquement liée au drone. Donc bien faire attention à revenir, quand on parle d'usage du drone dans la société civile, de bien se poser la question de savoir quelles sont les spécificités apportées par le drone. Et cette spécificité aujourd'hui, elle n'est pas forcément portée par la capture de la donnée particulière que le drone est capable d'aller chercher plutôt qu'un autre type d'aéronef, mais vraiment la manière dont on veut l'utiliser et quelles en sont, comment on fait la gestion de risques sol et air dans son usage. Olivier Rigolet, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais, juste avant de donner la parole pour finir donc le deuxième débat à monsieur Benoît Ferrand, je voudrais poser deux petites questions à Yves. La première question que je voudrais te poser, Yves, c'est est-ce que tu as ton permis pour conduire des drones ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est toi qui as été un des premiers à mettre en place un drone dans ton métier. Je voudrais savoir quelle a été la valeur et quelles étaient les conséquences pour ton métier de mettre en place un drone dans ton entreprise. Rapidement, parce qu'on a malheureusement... Alors, à la première question, je réponds non. En fait, moi, effectivement, j'agis souvent dans des territoires où il n'y a pas vraiment de loi, comme vous l'avez remarqué. Par contre, si ça peut vous rassurer, il y a plusieurs personnes qui ont leur permis dans mon équipe et je compte sur eux pour beaucoup de missions, mais les missions les plus extrêmes, en général, c'est moi qui les fais. On n'a pas besoin, les choses se font sur la confiance. On est dans des zones, effectivement, où les lois n'ont pas du tout la même... voilà. Et donc, pour la deuxième question, effectivement, on s'est aperçu tout de suite. Alors au début c'était très expérimental, comme je vous ai montré, on bricolait nous-mêmes les choses, il n'y avait pas de loi du tout qui existait et on voyait ce que ça donnait, tiens ça apportait des choses aux archéologues, etc. Et on a réalisé tout de suite que ça allait nous révolutionner complètement notre manière de voir l'archéologie, notre manière de comprendre aussi les sédimentations historiques des régions données. Un exemple très simple, dans le nord de l'Afghanistan, où j'ai montré ces images satellites où les sites sont complètement détruits aujourd'hui. En fait, à l'époque, on prenait des petites voitures, des 4x4, en fait. Donc, une fois sur deux, on en plantait dans les dunes. Donc, on avançait très, très lentement. Et en quelques jours après, avec les drones qu'on bricolait, on a pu avoir une vision mais beaucoup plus claire des sites. On a pu identifier ces sites, pour certains les dater, et on a eu une connaissance bien plus précise de l'histoire de cette région. Et ça a eu une conséquence directe, c'est connaître l'histoire d'une région, c'est aussi mieux comprendre en fait les communautés actuelles qui l'habitent et mieux comprendre ces complexités culturelles devant lesquelles on est aujourd'hui et qui sont souvent la cause de beaucoup de conflits. Donc en fait, on s'est aperçu d'une chose aussi, c'est que ça permettait d'avoir une meilleure connaissance du réel sur... voilà, des connaissances, disons, de très long terme, scientifiques, etc. Mais ça permettait de mieux connaître notre monde aujourd'hui et de pouvoir justement mieux anticiper en fait certains problèmes. Donc,
cette révolution, finalement, elle a eu lieu. Elle a eu lieu dans le sens où aujourd'hui, les archéologues utilisent tous des drones. Tous. Et c'est une très bonne chose parce que du coup, on a un niveau de documentation, en tout cas, sur notre passé, sur notre histoire, qui a été complètement révolutionné et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette vision bien plus précise d'où on vient et aussi d'où on va. Et je pense en fait que l'archéologie, on voit souvent ça comme une discipline assez abstraite, assez théorique et qui nous concerne que de très loin. Mais en fait, non, en fait, on s'aperçoit qu'on peut reconnecter ces connaissances à ce qui se passe aujourd'hui et ce sur quoi aussi on travaille dans le domaine militaire, c'est-à-dire des conflits culturels qui peuvent effectivement s'envenimer et devenir de plus en plus impactants pour notre époque contemporaine. Alors, je vais donner la parole à monsieur Benoît Ferrand, qui va donc nous expliquer ce qu'est Ascendance Flight Technology. Je voudrais simplement rajouter quelque chose pour Iconem. Iconem travaille aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de trop le dire, Iconem travaille aussi sur une plateforme qui permet de faire des échanges entre les drones et les images satellites. Ce qui permet en fait, sur des images satellites qui sont prises, de pouvoir, avec les drones, updater ces images et les rendre constamment vivantes et donc adaptées à des situations, puisqu'on sait très bien que les satellites ne passent pas tout le temps sur la même zone au même moment, et donc ça permet aux satellites d'apporter des précisions en temps réel avec de l'intelligence artificielle. Mais voilà, donc ça, Iconem fait aussi ça. Voilà, donc maintenant, M. Benoît Ferrand, je vous cède la parole. Ascendance Flight Technology, décarbonation. Oui. À vous. Très bien, merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc Ascendance, c'est une start-up qu'on a créée il y a 6 ans. 4 associés anciens d'Airbus. Donc on travaillait déjà sur un avion électrique. Et notre vision, c'est d'essayer de contribuer à la décarbonation de l'aviation. Donc on est 80 aujourd'hui, basés à Toulouse. Donc on a levé 45 millions d'euros. On vise du coup un premier vol l'an prochain d'un appareil à décollage et atterrissage vertical avec une propulsion hybride pour proposer une alternative plus efficiente à l'hélicoptère. Donc on parle d'un appareil qui fait 2 tonnes, 5 places, avec un pilote à bord. Donc on n'est pas tout à fait sur du drone ici, parce qu'il faut transporter des passagers commerciaux et donc d'un point de vue sociétal, accepter de monter à bord d'un nouvel aéronef sans pilote, c'est quelque chose qu'on ne voit pas pour tout de suite, mais qu'on envisage pour un futur plus ou moins proche. Donc pourquoi développer cet avion ? Ce qu'on cherche à viser, c'est des gains significatifs en termes de CO2 par rapport à l'hélicoptère, donc de l'ordre de 50 à 80% sur certains gammes d'hélicoptères, parce qu'en fait aujourd'hui sur la plupart des aéronefs, lorsqu'ils volent 20 ans, 90% de leur empreinte carbone sur leur cycle de vie, c'est l'opération. Donc finalement, c'est le fuel consommé. Donc à partir du moment où on arrive à réduire la consommation de fuel, ça se traduit directement en gain CO2. Donc il y a aussi des avantages en termes d'acoustique, en termes de sûreté de fonctionnement, en termes de coût à la fin aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier produit qu'on cherche à développer et qui se rapproche du drone donc on parle de Regional Air Mobility, transporter 5 personnes sur 400 km, mais pouvoir aussi s'intégrer dans des milieux urbains. Et la certification qui s'applique à notre type de véhicule, c'est une certification EASA qui est très contraignante puisque on transporte des passagers commerciaux en environnement urbain. On voit quand même qu'il y a des opinions de l'EASA qui sortent que pour des drones de grosse taille, donc même 100 personnes à bord, et environnement volant au-dessus de milieux hostiles congestionnés en environnement urbain, le même type de réglementation pourrait s'appliquer. Donc ça demande des architectures qui soient tolérantes à la panne, qui soient résilientes à des cas de fêlure, qui soient capables de se reconfigurer. Et donc c'est là la passerelle qu'on peut voir avec le monde du drone. Ces 2 réglementations qui viennent chacune se rencontrer. Et voilà, en fait, l'autorité de certification réglemente en même temps que les gens innovent. Et sur ce milieu de l'urban air mobility, ça innove à tort et à travers, partout à travers le monde, que ce soit aux États-Unis où il y a beaucoup d'activités, en Chine où ils ont annoncé la certification, ça
ça date d'il y a une semaine, la certification d'un appareil à décollage vertical électrique. Donc c'est une certification chinoise, donc on peut la prendre aussi avec des pincettes. C'est pas forcément quelque chose qui sera accepté en Europe. Donc il y a tout un enjeu aussi d'harmonisation des réglementations à travers le monde. Voilà, donc ça, je voulais déjà présenter ce premier sujet. Et le deuxième produit qu'on développe, en fait, c'est le moteur hybride de cet avion. On souhaite le vendre aussi à des avionneurs ou des dronistes. On a déjà en fait un partenariat avec Daher pour les aider à décarboner leur flotte d'appareils de 7 à 9 places. Donc on parlait encore une fois d'avions pilotés, mais c'est un premier pas vers possiblement des plateformes dronisées aussi. Et puis on a aussi un contrat avec la DGA et avec un droniste français où on se place en tant que systémier. Cette fois-ci, on fournit la chaîne de propulsion hybride à ce drone pour les cas d'usage de la DGA. Là, je voulais en venir aussi, c'est pourquoi l'hybride finalement. Donc l'hybride, il y a un avantage en termes de performance par rapport à des drones tout électriques, tout batterie. Si vous voulez voler vite et loin, le tout batterie pourra être un moment limité. Et du coup, l'hybridation peut permettre d'étendre ce type de performance. L'hybridation aussi, comme je le mentionnais, c'est ce qui peut permettre de réduire significativement l'empreinte CO2 d'un appareil conventionnel, parce que le drone, on le voit, on en a parlé, est en concurrence avec des plateformes conventionnelles comme l'hélicoptère, etc. Donc le fait d'hybrider ces drones, ça permet de rendre la propulsion plus efficiente en fait, et du coup de gagner encore en termes d'émissions carbone, d'empreinte carbone, etc. Et puis l'hybride, pour nous, c'est vraiment une première étape, parce que là on parle d'hybrider en fait un pack batterie avec un carburant conventionnel, du Jet A1, c'est un carburant utilisé par les hélicoptères. Donc on montre déjà des gains significatifs par rapport à l'hélicoptère. Mais demain, ce qu'on voit venir, c'est tout ce qui est Sustainable Aviation Fuels, c'est-à-dire les biocarburants, les carburants de synthèse, qui continuent à apporter en fait des gains en termes de CO2, avec des problématiques de scalabilité, de coûts, d'infrastructures aussi. Et puis dans un futur un peu plus lointain encore, il y a tout ce qui est hydrogène. Donc on peut voir la combustion à hydrogène, qui est peut-être plus accessible parce qu'elle permet de réutiliser les machines existantes, ou les piles à combustible, où là on s'affranchit de la partie combustion et du coup on a des rendements encore plus efficaces. Et tout ça permet petit à petit de réduire encore et toujours les émissions carbone, et permettre les cas d'usage qu'on a mentionnés, donc que ce soit tous ceux qui ont été mentionnés déjà, et pourquoi pas demain du coup transporter des gens aussi. Ça peut être du transport médical aussi, transporter un médecin et un blessé, avec tout ce que cela implique en termes d'équipements médicaux à bord, en termes d'accessibilité cabine, etc. Donc voilà, transport de passagers, transport de charges, transport médical, c'est les use cases qu'on voit venir, les cas d'usage en français, qu'on voit venir et qui se trouvent vraiment à cette frontière entre le drone et l'eVTOL. Et on sent que petit à petit, ça va devoir fusionner, notamment de manière très liée à l'opération en environnement urbain. Merci beaucoup. Je pense que ça va laisser beaucoup de discussions pour les prochaines minutes lorsque nous sortirons de cette assemblée, et pour ceux qui sont donc qui se joindront à nous. Je vais laisser la parole maintenant à José, afin que José puisse faire monter Henriette pour faire clôturer. Tu veux que je le... Bon, Monsieur Jacques Dubourg, alors Monsieur Jacques Dubourg est le conseiller politique et militaire du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Nous allons lui demander de venir clôturer cet événement. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. Et qui de mieux que l'armée de l'air pour donner un envol après cette soirée consacrée aux drones. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ce soir et vous dire peut-être en introduction quelques réflexions que j'ai eues sur ce sujet. D'abord, on a parlé de drones, mais je pense qu'on est parfois allé un peu plus largement sur la question de la robotisation en général.
Et je pense que, en conclusion, je vais revenir plutôt sur la question du drone aérien, bien évidemment. Avec j'ai regardé un peu l'étymologie du mot drone, on tourne quand même autour de ce qui fait du bruit, il n'y a pas vraiment de définition, donc il y a encore pas mal d'éléments à poser pour pouvoir définir clairement ce qu'est un drone. On a entendu parler des fonds marins, on a entendu parler de pas mal de choses, mais pour les drones aériens, voilà, je crois qu'on voit à peu près ce qu'il en est. Alors je vais vous parler moi de 3 choses. Je vais vous parler d'histoire d'abord, je vais vous parler de la place de la loi, et je vais vous parler de la place de l'État dans tout ça. Alors, vous parlez d'histoire d'abord, je vais vous amener de l'autre côté de la Seine, en 1788. Vous avez le premier vol en ballon qui est effectué sur le Champ de Mars. Puis quelques années après, la bataille de Fleurus en 1994, avec un ballon qui est utilisé comme mode d'observation des ennemis autrichiens, je crois. Puis après, d'autres étapes de l'aviation qu'on connaît, 1914, 1945, des étapes qui reprennent exactement les mêmes étapes qu'a connues l'évolution du drone, en fait, depuis les quelques années qu'on a avec nous, c'est-à-dire observation, ciblage, bombardement, vol en formation. On a une analogie quasi parfaite avec la création du drone et l'aviation. Sauf que l'évolution de l'aviation s'est faite pratiquement sur un siècle et demi, on va dire, 1788-1945, si on veut. Le drone, on est sur quelque chose de beaucoup plus ramassé, qui va beaucoup plus vite, et qui nécessite de facto une adaptation plus rapide. Au-delà de l'histoire, comme je vous ai dit, je voulais vous parler de la loi, bien évidemment, puisqu'on est à l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait une injure de ne pas parler de la loi ici, puisque le drone, dans les différents usages qu'on a entendus ce soir, implique une transformation juridique. Et je vais convoquer Montesquieu, mais Montesquieu nous rappelle que toutes les choses qui sont en rapport entre elles sont en rapport à travers la loi. Alors il y a peut-être des pays qui n'ont pas de loi, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes que nous. En tout cas, il y a des rapports juridiques qui existent, et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en étant à l'Assemblée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer l'usage des drones, qu'ils soient civils, militaires, commercial, transport, etc. Bon, d'abord, il y a la question des libertés fondamentales, qui est première et qui est encadrée par la loi. La protection qui va en découler, comment est-ce qu'on se protège d'un mésusage des drones, et puis la liberté de l'utiliser, qui est aussi une possibilité qui est donnée avec cette innovation. Il y a le droit de la guerre qu'on a évoqué largement, et puis toutes ces déclinaisons qu'on va avoir sur la circulation, le brouillage, etc. Donc, bon, c'est un chantier en construction. Hein. Bon, je renvoie aux différents rapports qui ont été faits par le Sénat, par l'Assemblée nationale sur ces questions. Je renvoie aux différents textes législatifs qui ont été pris ces dernières années sur ces sujets. Et puis, plus récemment, le décret qui a été pris, alors texte réglementaire, qui a été pris récemment sur la question du brouillage dans la perspective des Jeux Olympiques et de la protection des sites des Jeux Olympiques, voilà, qui montre que la loi est en mouvement pour pouvoir adapter à ces usages, même si on va très vite et que, en France, ça peut être un peu long d'avoir un texte réglementaire. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour nous aujourd'hui de transformation, et je le dis d'autant plus que nous sommes à l'Assemblée ce soir. Et puis, troisième élément, je suis haut fonctionnaire, donc je ne pourrais difficilement ne pas parler de l'État et du rôle de l'État dans tout ça. Alors, il y a la question de l'armée de l'air, je vais y revenir, mais le rôle de l'État dans la coordination civile, militaire, est-ce qu'il doit accompagner uniquement la transformation? Est-ce qu'il doit impulser le changement? Est-ce qu'il doit planifier? Bon, ça dépend un peu de la couleur politique qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est un élément central de la réflexion, je pense, qui a nourri les débats et qui était sous-jacent un peu à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et puis, il y a la question de la gouvernance de la troisième dimension. L'armée de l'air et de l'espace, elle a 3 missions principales. La dissuasion nucléaire, qui est sa première mission, qui est une mission de souveraineté stratégique. Elle a des missions de conduite d'opération, projection de force, projection de puissance. Et puis elle a une 3e mission, qui est la posture permanente de sécurité aérienne, qui est tenue par différents plots de chasse, d'hélicoptères à travers le pays, qui vise à protéger notre souveraineté, protéger le ciel français aujourd'hui avec un usage qui change de ce ciel. Alors,
je renvoie encore à l'histoire, on fête les 90 ans de l'armée de l'air l'année prochaine, 1934, mais en 1928, on a eu la création d'un ministère de l'air. Alors je ne sais pas si il faudrait en arriver là aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on va organiser une gouvernance de la troisième dimension demain ? C'est un sujet majeur pour nous et pour l'armée de l'air, tant dans les aspects militaires et strictement opérationnels que dans les aspects, on va dire, de police du ciel, plus largement. Et l'armée de l'air, avec d'autres acteurs interministériels, porte un concept qui est calqué sur celui de la marine, celui de l'action de l'État en mer. Vous avez le concept de l'action de l'État dans l'air, qui est en train d'émerger et qui s'appuie sur une coordination interministérielle, à la fois avec la Direction générale de l'aviation civile, le ministère de l'Intérieur, bien évidemment, le ministère de la Justice, et j'en oublie certainement d'autres, le ministère le DGAC, bien évidemment, je l'ai cité. Voilà un peu ce que je retiendrai, moi, de cette soirée. Et puis, je voudrais terminer par un petit détour par la Grèce antique, puisque vous avez cité, j'ai vu que Périclès était votre motto, hein, en quelque sorte. Donc, pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Et puis, moi, je voudrais citer un autre auteur antique qui me tient à cœur, qui est Héraclite, qui nous dit Pantaré, c'est-à-dire tout passe, tout coule, tout change. Et je pense que les drones, voilà, avec tant dans la loi que dans le rôle de l'État et des différents acteurs, nous obligent à avoir le courage du changement. Voilà, je vous remercie. Monsieur Jacques Dubourg, merci beaucoup pour votre intervention, pour la clôture de ce débat. Je voudrais remercier de la part du think tank le député Éric Ciotti qui nous a accordé sa bienveillance pour réserver cette salle. Je voudrais aussi saluer et remercier les généraux, les G2S que nous avons parmi nous ce soir. Donc le général Philippe Dutrancy, monsieur le général Pascal Dupont et monsieur le général Olivier Douin, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et tous les intervenants, naturellement. Merci beaucoup.